Didier Demazière, ici présent, sociologue, était dans le nord de la France. Donc moi, je suis Fabien Gracia, le maire de La Montagne en Loire-Atlantique. Donc pas tout à fait le nord de la France. Et Didier croise un élu nantais qui dit moi, je connais un élu nantais, c'était moi. Et du coup, ça tombe bien parce que Didier est sociologue à Paris, mais habite Nantes. Extrêmement pratique pour faire un entretien. Et voilà comment on s'est rencontrés. Tout ça pour dire que la vie d'élu, des fois, c'est assez sympathique. On rencontre des gens assez formidables. Donc, un peu le hasard d'une rencontre. Et puis ensuite, j'ai demandé à Didier s'il voulait bien venir ici partager le bilan de cette étude sur les conditions de travail des élus. Didier a environ 45 minutes pour faire le point sur les conditions de travail des élus. Ensuite, on est plus sur des échanges et je sais qu'il y a des élus ici dans la salle présents, donc n'hésitez pas à intervenir plutôt sur le mode retour d'expérience. Didier. Bien, ben, merci. Donc oui, je suis Didier Demazière, je suis sociologue, chercheur au CNRS, et je dois dire aussi que la vie de chercheur est aussi bien intéressante parce qu'on rencontre beaucoup de monde aussi. Et par exemple, on a fait beaucoup d'entretiens avec des élus, et puis aussi parce qu'on rencontre aussi d'autres personnes quand on rend compte de nos travaux, quand on les présente. Et donc, je suis assez ravi de pouvoir le faire aujourd'hui. Et je suis assez ravi de pouvoir le faire aujourd'hui et de pouvoir discuter ensuite avec vous. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est les conditions de travail des élus. Alors ce thème est issu en fait d'une enquête sociologique en cours qui porte sur la manière dont les élus à la fois s'approprient leur mandat, comment ils apprécient les intérêts et les pénibilités aussi de leur mandat, comment est-ce qu'ils vivent les tensions, bon, c'est une conclusion assez banale, entre le mandat, leur vie familiale et leur vie professionnelle pour ceux qui ont un emploi au préalable, et quelles sont les incidences du mandat sur la santé, alors en particulier en matière de fatigue, par exemple, liée donc à un travail important, ou encore en matière de stress, par exemple, également. Donc l'hypothèse de base de ce travail, qui est un travail qui est en cours, qui est conduit par une équipe de chercheurs de différentes universités, je ne les cite pas, elles sont affichées. L'hypothèse de base, c'est que d'un côté, il y a un dévouement, je dirais une sorte de sens du sacrifice des élus, qui est le moteur de leur engagement, et pas seulement de leur engagement, qui est aussi le moteur de leur implication dans l'exercice de leur mandat, donc le moteur de leur activité quotidienne en tant qu'élu. Et puis, de l'autre côté, quand on est élu, il y a toute une série de sollicitations, de demandes, de problèmes, d'opportunités, de projets qui se présentent. Et donc, si on croise cet engagement et l'accumulation de choses à faire, on a l'hypothèse que les mandats, l'exercice des mandats est associé à des conditions de travail qui probablement sont assez éprouvantes, assez fatigantes, et c'est un petit peu cette perspective-là que je vais essayer de développer. Pour la développer, je m'appuierai sur deux choses. Je m'appuierai d'abord sur une enquête par questionnaire que nous avons réalisée auprès d'élus dont on a dit des élus qui ont des mandats exigeants, c'est-à-dire des mandats qui demandent du temps. C'est-à-dire c'est les parlementaires, c'est les exécutifs départementaux et régionaux, et ce sont les maires. On aurait pu ajouter d'autres mandats, mais il faut bien se limiter. Donc on a réalisé à peu près 3300, 3400 questionnaires, dont 3000 avec des maires, et un peu plus de 100 entretiens approfondis, dont une petite moitié avec des maires. Je présenterai donc cette question des conditions de travail en 3 temps. D'abord les rythmes de vie, les horaires, l'agenda. Ensuite, cet équilibre ou déséquilibre, selon les cas, entre les pénibilités du mandat et les satisfactions issues du mandat. Et puis enfin, la question donc des risques pour la santé, les risques de l'exercice du mandat pour la santé. Alors, premier point, donc, les rythmes de vie
des élus. Donc, bah, une première statistique qui résulte de la déclaration que les élus nous ont fait, donc des horaires hebdomadaires qu'ils consacraient à leur mandat. Donc, je ne vais pas détailler le premier graphique. Bon, simplement, vous voyez que les horaires extensifs, disons au-delà de 60 heures, à partir de l'orange, le vert et le jaune, sont assez largement dominants pour tout le monde dont les mandats mais sont importants. Et ce que ça nous dit donc, c'est que, disons, par rapport aux horaires de travail fixés par le droit du travail dans le salariat, il n'y a pas de règles de limitation dans l'exercice des mandats. Je passe sur la comparaison entre les différents types de mandats parce qu'à partir de maintenant, je vais me centrer sur les maires en laissant de côté donc les autres mandats, les mandats régionaux, départementaux et les mandats parlementaires. Donc, sur les maires, vous voyez, c'est le deuxième graphique et c'est pas tout à fait, enfin, en tout cas nous ça ne nous a pas surpris, c'est que le temps consacré au mandat chaque semaine est grosso modo fonction de la taille de la commune. C'est-à-dire, plus la commune est grande et grosse, hein, plus la population est importante, plus le temps de travail du mandat s'allonge. Bon, c'est évidemment très clair, hein, bien sûr. Pour continuer, c'est peut-être le point qui est peut-être le plus important parce que c'est un point qui vaut quel que soit le volume de temps qu'on consacre à son mandat, c'est-à-dire qu'on y consacre 70 heures par semaine ou qu'on y consacre 30 heures, par exemple en fonction de la taille de la commune, ce qu'on trouve toujours, c'est un poids très important de ce qu'on appelle en sociologie du travail les horaires atypiques, c'est-à-dire les horaires de travail en dehors des journées normales, hein, c'est-à-dire soit des horaires le matin, entre 5 et 8 heures, ou le week-end, ou encore le soir. Et donc, ce que vous voyez ici sur le graphique, c'est que les maires déclarent fréquemment de travailler le samedi matin et entre 20h et minuit. Quand je dis fréquemment, c'est pour plus de 40% d'entre eux, et quasiment tous déclarent travailler pendant ces plages-là, soit fréquemment en bleu, soit occasionnellement en orange. Donc c'est la règle, de travailler le soir après 20h et le samedi matin. Alors, ensuite, vous voyez aussi que le travail le dimanche matin, le samedi après-midi, le dimanche après-midi et le samedi soir, quand il est occasionnel, il concerne aussi la quasi-totalité en fait, des maires. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, le mandat de maire a des conséquences très lourdes sur les rythmes de vie, puisque ce qu'on appelle horaire atypique, c'est du travail dans des horaires qui, normalement, sont consacrés à d'autres activités personnelles, familiales notamment. Donc, c'est la deuxième caractéristique concernant les horaires. Alors, une des conséquences majeures, c'est des difficultés pour concilier la vie d'élu et la vie de famille. Les maires, d'ailleurs, nous disent, j'ai cité ici quelques verbatims, on est maire H24, on ne quitte jamais le costume, on ne peut pas décrocher, la responsabilité est trop importante. Donc, ce à quoi ça renvoie derrière, c'est au fait que ce n'est pas seulement les sollicitations qui, en fait, gonflent les horaires de travail, c'est aussi le rapport au mandat, le sens des responsabilités des élus. Donc, la conséquence, en fait, c'est que on a observé, à travers le questionnaire, une diminution, en fait, des activités familiales et des activités domestiques du fait d'avoir un mandat. Donc, vous avez ici 3 indicateurs, les vacances, 4 indicateurs, pardon, les vacances, les loisirs, la déconnexion, donc du téléphone, d'Internet, des mails, enfin, des réseaux sociaux à la maison, et la participation aux tâches domestiques. Et on a demandé donc aux maires s'ils considéraient que, à partir de leur expérience, leur participation à ces différentes activités avait diminué. Et donc,
je crois que le graphique est assez clair, hein. On peut dire que massivement, les maires sont tout à fait d'accord, ou plutôt d'accord, pour dire que ils prennent moins de vacances, ils ont moins de loisirs, ils ont du mal à se déconnecter à la maison et ils participent moins aux tâches domestiques. Donc ça indique par des choses très concrètes, en fait, un phénomène qui est un phénomène plus large, qui est finalement les difficultés à concilier une vie d'élu et une vie familiale, ou pour le dire autrement, le fait que le mandat introduit des tensions et que ces tensions, comment est-ce qu'elles sont résolues? Elles sont résolues, disons, au prix de la vie de famille et des loisirs. Ce qui est sacrifié, hein, c'est les vacances, les loisirs, la participation aux tâches domestiques. On a d'ailleurs des éléments un peu plus amusants où on a détaillé un petit peu les participations aux tâches domestiques, la participation à l'éducation des enfants quand il y a des enfants. Je laisse ça de côté. Ça va de toute façon dans le même sens. C'est l'engagement dans la famille, la possibilité de participer à la vie familiale diminue quand on est maire, puisqu'il s'agit du mandat de maire. Alors, pour continuer sur cette question donc, de l'articulation avec la vie personnelle et familiale, on doit d'abord observer que les proches, alors quand je dis les proches, c'est les conjoints, les enfants aussi, d'après les maires, soutiennent l'élu dans son mandat, même si à la fois ils considèrent que l'élu est moins disponible qu'avant, donc les élus reconnaissent et parfois racontent que chez eux, ce n'est pas toujours facile parce qu'ils sont en but à des plaintes de la part de leurs enfants ou de leurs conjoints ou de leurs conjointes, mais néanmoins, leurs conjoints, conjointes ou enfants ont approuvé leur candidature à la mairie, et ça de manière aussi assez massive. 71%, 73% avaient un avis positif sur la candidature à la mairie. Reste que la vie familiale et personnelle est fortement impactée. Vous avez sur le camembert de droite la réponse à une question qui est considérez-vous que votre mandat de maire a provoqué des sacrifices personnels importants? Bon, les réponses sont très peu dispersées, comme vous le voyez. C'est 63% tout à fait d'accord et 32% plutôt d'accord. Et donc, seule une minorité considère que l'accès au mandat de maire n'a pas eu pour conséquence des sacrifices personnels. Et puis, sur l'impact sur la vie familiale, c'est le deuxième camembert, celui donc de gauche. Vous voyez que ici, on a pour 26% des maires un impact plutôt positif, malgré tout, mais pour le reste, l'impact est jugé plutôt négatif ou tout à fait négatif, même si 18% ne se prononcent pas. Donc ça renvoie aussi au fait que on verra tout à l'heure, le mandat de maire suscite des satisfactions pour celles et ceux qui l'exercent, mais il suscite aussi des satisfactions et des bénéfices dans un certain nombre de cas pour les membres de la famille. Donc une appréciation qui est une appréciation, disons, plus équilibrée, plus variée pour ce qui concerne donc les conséquences sur la vie familiale, même si n'oublions pas les données que j'ai présentées précédemment sur la participation aux tâches domestiques, les vacances ou les loisirs notamment. Alors ensuite, et c'est peut-être le dernier point que j'indiquerai sur cette question des rythmes de vie, c'est que les maires ne sont pas, disons, sans réaction par rapport à ces tensions qu'ils vivent sur leur vie personnelle et leur vie familiale. Et donc, ils essayent de mettre en place des pratiques qu'on appelle des pratiques de conciliation, donc qui visent à réduire le déséquilibre entre le mandat et l'emploi, pour ceux qui ont un emploi, et la vie familiale. Donc, quelles sont ces manières de faire? Une première manière de faire, c'est de réserver
des plages horaires à la vie familiale, de sanctuariser, disent certains, des plages horaires. Et c'est très souvent le cas, c'est plus souvent le cas plutôt pour les mères qui ont des enfants en bas âge. Par exemple, conduire ses enfants à l'école, ou aller chercher ses enfants à l'école. Voilà, c'est des règles qu'il et elle se donnent pour que le mandat n'envahisse pas complètement ou ne réduise pas trop la vie familiale. La deuxième manière de faire, c'est d'organiser des périodes de coupure ou de récupération. On a vu qu'il y avait une réduction des loisirs et de la famille, et des vacances, pardon, et une manière de lutter contre cette réduction, c'est de se fixer des règles. Par exemple, de dire, ça sera, je me suis fixé comme règle, 3 semaines l'été, absolument, je ne déroge pas, et puis, je sais pas, une semaine de vacances à tel autre moment de l'année, ou encore une 5e semaine à tel autre moment. Donc, c'est des règles comme ça, et ils nous disent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je suis en vacances, je suis absent, j'ai donné mes délégations. Donc, c'est une façon donc de réagir à cet envahissement du mandat par rapport à la vie familiale. Et puis, peut-être, dernier point qui est important et qui renvoie quand même aussi aux difficultés de mettre en place ces conciliations, c'est toute la question, en fait, de se donner le droit de prioriser des activités familiales et personnelles par rapport à des activités du mandat. On a des élus qui nous disent, par exemple, c'est à nous de mettre des limites aux autres et à soi-même. Ou il faut apprendre à dire non. Donc il faut apprendre à dire non. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi, hein, c'est quelque chose il faut se forcer en fait à dire non. Ou bien on ne s'autorise aucune pause, surtout au début, c'est-à-dire au début du mandat. Et donc ça, c'est un phénomène qu'on a vraiment observé, hein, c'est que les premiers temps du mandat, c'est des temps d'apprentissage, plus ou moins rapides, plus ou moins longs selon les personnes. Et la famille est vraiment beaucoup plus sacrifiée au début de mandat que dans les années suivantes. Ou bien c'est se donner le droit à l'oubli. Alors ça, c'est important. Finalement, c'est s'autoriser hein, à dire non, à ne pas être là, à partir en vacances, à se réserver une plage horaire pour faire de la musique, faire du sport, faire de la lecture, enfin bon, qu'importe, chacun fait ce qui lui plaît en tant que loisir. Et nous a dit une élue, le plus dur, c'est de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire ne pas culpabiliser quand on ne consacre pas ce temps-là à exercer son mandat, mais qu'au lieu de ça, je ne sais pas, on va au cinéma, ou on va faire du jogging, ou on s'occupe de ses enfants, ou de ses petits-enfants, ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment l'idée que non seulement le mandat il est exigeant en tant que tel, mais être un bon maire, c'est s'impliquer fortement, et donc ça demande un effort personnel pour prendre de la distance par rapport à cette implication et s'autoriser à lever le pied, à préserver des plages horaires pour d'autres activités personnelles ou familiales. Alors, deuxième point de ma présentation, qui est en 3 points, la question des pénibilités et des satisfactions. Alors, ici, en fait, on a d'abord raisonné, je dirais, de manière classique ou standard en sociologie du travail. C'est-à-dire qu'il existe des enquêtes nationales qui étudient les conditions de travail des salariés. Dans ces enquêtes nationales, il y a un certain nombre de questions qui visent à mesurer ce que l'on appelle les risques psychosociaux. C'est-à-dire, en fait, tous les risques de génération de stress, de malaise au travail, jusqu'au burn-out. Donc, on a repris dans notre questionnaire, en fait, ces questions, qui sont donc des questions des indicateurs de risques psychosociaux, pour voir, en fait, comment les maires étaient exposés à ces risques.
Ces indicateurs, c'est en fait les questions qui sont, enfin il y en a d'autres, je ne les ai pas toutes reprises, qui sont donc dans la gauche du graphique, c'est-à-dire le fait de devoir penser à trop de choses à la fois. Voilà un indicateur de risque psychosocial dans les enquêtes nationales. Le fait d'avoir une action qui n'est pas efficace. Le fait de devoir cacher ses émotions. Le fait d'être sous pression. Le fait de ne pas réussir à résoudre des problèmes. Et puis le fait de faire quelque chose qu'on désapprouve. Alors ces indicateurs, hein, encore une fois, ils sont construits pour des salariés. Et donc par exemple, si vous prenez le fait de devoir faire quelque chose qu'on désapprouve, derrière c'est en fait l'idée que la hiérarchie va contraindre en fait à faire quelque chose avec lequel on n'est pas soi-même en accord. Donc ce que vous voyez en tout cas ici dans les résultats, c'est que comme toujours, on a, enfin comme toujours, comme souvent, on a une réponse qui est est-ce que vous éprouvez cela souvent en bleu, parfois en orange et jamais en vert. Donc première chose, c'est que penser à trop de choses à la fois et avoir une action pas efficace, ce sont des réponses qui ont été produites de manière fréquente par les élus. Le bleu domine très, très largement et finalement, très peu d'élus ont dit non, non, ça n'arrive jamais, puisque le vert est très limité dans le graphique. Et puis ensuite, vous voyez que cacher ses émotions, être sous pression, ne pas arriver à résoudre des problèmes, ça concerne entre 40 et à peu près 50% des élus, en tant que ça arrive souvent. Si on y ajoute parfois, alors là, on arrive à quasiment 90%. Et donc, ça veut dire que ça fait partie des expériences, disons, ordinaires, j'allais presque dire quotidiennes, hein, que d'être exposé donc à ce qui est des indicateurs de risques psychosociaux. Alors, on voit des différences dans la population des maires qu'on a interrogés. Et en particulier, ces différences, elles sont liées à deux grands types de variables. Une première variable qui est la taille de la commune. L'exposition, en fait, aux risques psychosociaux mesurés par ces indicateurs, hein, on s'entend bien là-dessus, est plus forte dans les petites communes que dans les grandes. Et je crois que les entretiens nous aident un petit peu à l'expliquer, parce que dans les entretiens, dans les petites communes, et en particulier dans vraiment les plus petites communes, moins de 500, moins de 1000 habitants, ce que vivent les maires, ce qu'ils nous racontent, c'est quand même une expérience très souvent solitaire. Solitaire parce que l'équipe municipale est souvent peu disponible, et parce que, c'est ça le plus important, parce que les équipes techniques ou administratives sont vraiment extrêmement réduites, voire même parfois quasiment absentes. Et puis, la deuxième grande variable qui compte, c'est en fait ce qu'on a appelé l'expérience politique, c'est-à-dire est-ce qu'on est son premier mandat de maire ou à son quatrième mandat? Est-ce qu'on a eu d'autres mandats avant ou en parallèle du mandat de maire? Est-ce qu'on a un parcours politique de socialisation partisane, militante? Voilà. Et plus on a accumulé de ressources de socialisation politique, d'exercice de mandat, plus en fait l'exposition aux risques psychosociaux telle qu'elle est déclarée, hein, bien sûr, par les maires, est réduite. Donc là encore, on retrouve ce que j'avais indiqué rapidement tout à l'heure, c'est le fait que le premier mandat et le début du premier mandat, c'est la période la plus critique, parce que c'est là en fait où on se sent le plus débordé et où on va sentir plus qu'on n'y arrive pas, qu'on est sous pression, etc. Donc, un résultat, on pourrait dire, c'est que l'expérience du mandat tend à réduire l'exposition aux risques psychosociaux, même si, on le voit ici avec ces données globales,
même si cette exposition, elle reste très importante. Et elle est, par exemple, plus importante quand on compare avec les cadres des entreprises privées, qu'on compare les mêmes questions, on voit que les maires déclarent plus souvent ce type de risque que les cadres du privé, par exemple. Pour continuer sur les pénibilités et satisfactions, et pour ne pas dresser un tableau trop sombre, en fait, des conditions de travail des élus, une autre caractéristique qui est aussi absolument très importante, c'est que le mandat est une source de satisfaction pour les maires qui ont répondu au questionnaire. Voilà, on a demandé, là encore, avec les modalités souvent, parfois jamais, et pour le coup, il n'y a pas de jamais dans les réponses, où vraiment c'est extrêmement marginal, si les maires étaient fiers du travail réalisé, et vous voyez que c'est souvent pour 40% d'entre eux, et parfois pour les autres, s'ils avaient le sentiment de faire ou d'apprendre des choses nouvelles, et c'est 2 tiers souvent, 1 tiers parfois, et finalement, s'ils avaient le sentiment de faire quelque chose d'utile pour les autres. Et là, donc, c'est 3 quarts souvent, et 1 quart parfois. Donc, ça explique aussi, au-delà de ce que j'ai indiqué tout à fait initialement, qui est le sens de l'engagement comme finalement moteur de l'implication dans le mandat, c'est aussi que l'exercice du mandat renvoie en fait des signaux positifs à ceux qui l'exercent, et que ces signaux positifs contribuent à entretenir en quelque sorte la flamme, contribuent à entretenir l'engagement, contribuent à entretenir l'implication en fait dans l'exercice du mandat. Mais je voudrais quand même souligner que l'expérience de maire est une expérience qui est loin d'être homogène. Elle peut être très positive et elle peut être aussi très négative d'un certain point de vue. D'ailleurs, toutes les annonces publiques de maires qui démissionnent en disant, alors évidemment c'est une toute petite minorité par rapport à l'ensemble des maires, mais en disant j'en ai marre, je tiens plus, je supporte plus, c'est plus possible, etc., nous montre bien que l'expérience n'est pas homogène. Et donc quand on demande aux maires s'ils sont satisfaits de la vie qu'ils mènent en tant que maires, et on leur a demandé donc de coter de 0 à 10, très insatisfait jusqu'à très satisfait. Vous voyez quand même, on a une distribution évidemment classique gaussienne, c'est-à-dire en fait les positions intermédiaires sont les plus choisies, c'est classique, mais vous voyez aussi que très insatisfait, le 0, 1 et 2 que j'ai mis en rouge, ça concerne quand même une partie pas complètement marginale, hein, autour de 8% en fait, des maires qui ont été interrogés. Et quand on regarde dans le questionnaire, on a demandé aussi quelles étaient les sources principales d'insatisfaction. Elles sont multiples, mais au titre de ces sources fréquemment citées, il y a le manque de moyens, et donc la lourdeur de la charge compte tenu des moyens dont on dispose, et il y a aussi les conflits au sein de l'équipe municipale ou les conflits politiques au sein de la commune. Et en particulier dans les petites communes. Et finalement, on a quand même beaucoup vu on a vu un certain nombre en tout cas de situations de ce type-là qui sont extrêmement difficiles à supporter pour les maires. Peut-être dernier point sur pénibilité et satisfaction. Je voudrais peut-être insister sur le fait que pour les maires qu'on a rencontrés, aussi bien en questionnaire qu'en entretien, il n'y a pas certaines activités qui seraient satisfaisantes, positives, gratifiantes, et certaines autres activités qui seraient au contraire pénibles et dévalorisées.
il n'y a pas dans ce qu'on appelle dans notre jargon de sociologue du travail le sale boulot et le vrai boulot. Pour une part, en fait, ce sont les mêmes activités qui, en fonction de la façon dont elles se déroulent, peuvent générer ou bien de la satisfaction, ou bien un sentiment de pénibilité, d'abord de la pénibilité, ensuite de la satisfaction, ou l'inverse. Donc un mélange des deux. Et pour l'illustrer, j'ai indiqué un verbatim d'un maire d'une commune de 2500 habitants qui est dans son deuxième mandat et qui nous parle des dossiers. J'ai pris les dossiers parce que voilà, les dossiers de demande de subvention, par exemple, c'est quelque chose aussi qui est souvent pointé comme étant un élément lourd administratif, et en particulier quand on n'a pas beaucoup de soutien d'équipe administrative. Alors, ce maire nous dit, vraiment, on est écrasé par les dossiers à remplir. Réaménager le parking du centre, subvention. Rénover la salle de sport, subvention. Installer une microforêt, subvention. C'est du travail à n'en plus finir, et dans nos petites communes, on n'a pas beaucoup de soutien pour ça. Donc des soirées, et des coups de fil pour demander conseil à des copains dans d'autres communes, c'est épuisant, un travail de fou. Donc c'est clairement, on peut dire, l'expression d'une pénibilité de l'activité donc de maire. Et il poursuit, mais je me dis, si je n'y vais pas, il ne va rien se passer, alors je m'oblige. Donc là, le sens de la responsabilité, hein, voilà, c'est chiant, mais bon, il faut le faire, je le fais. Alors je m'oblige, surtout au début, parce que maintenant que j'ai eu des résultats, ça devient comme un jeu pour moi. Je trouve ça stimulant. Pas intellectuellement, mais pour le bien de la commune et un peu ma satisfaction personnelle aussi. C'est bête, j'en tire une petite fierté finalement. Donc vous voyez que voilà, on a une activité qui est monter des dossiers pour avoir des subventions, qui est investie en fait de significations qui sont contrastées. Et donc on ne peut pas dire c'est du côté du pénible, c'est aussi du côté de la source de satisfaction. Et en fait c'est vrai à peu près pour l'ensemble de la palette des activités des maires. Et puis peut-être pour finir sur ce point-là, là encore une fois, pour montrer le caractère quand même très contrasté de l'expérience de maire, mais aussi, pas seulement de l'expérience, mais aussi des conditions concrètes dans lesquelles les maires exercent leur mandat, je pointe un élément qui est la manière dont les maires évaluent leur niveau d'indemnisation au regard de leur investissement. C'était bien notre question, ce n'était pas d'évaluer votre indemnité de manière générale, mais c'est l'évaluer au regard de l'investissement que vous faites dans votre mandat. Et vous voyez que finalement, donc la question est, votre indemnité, jugez-vous votre indemnité suffisante par rapport à votre investissement? Et vous voyez que les réponses sont quand même assez contrastées, avec quand même une majorité qui n'est pas d'accord pour dire que l'indemnité est suffisante. Quand je dis une majorité, c'est une large majorité, puisque c'est 64% qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, dont quand même 31% pas d'accord du tout. Et quand on regarde en fait quelles sont les caractéristiques des maires qui disent pas d'accord du tout, ou plutôt pas d'accord, bon, c'est tendanciellement les maires des communes des strates démographiques les plus basses, donc les maires des plus petites communes, qui, en fait, si on additionne ça avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire le fait que finalement ils avaient des équipes municipales, des équipes administratives et techniques réduites, en plus une indemnité faible. Voilà, donc ce sont des éléments en fait qui sont des éléments qui, quand ils s'additionnent en fait, construisent des conditions de travail qui sont des conditions de travail peu satisfaisantes, jugées peu satisfaisantes, on peut même dire dans un certain nombre de cas, jugées carrément insatisfaisantes par les maires. En revanche, les maires des plus grandes communes, on a interviewé des maires jusqu'à 250 000 habitants, n'ont pas d'évaluation négative sur leur indemnité au regard de leur investissement dans leur mandat. Donc là, on voit bien que la taille de la commune
est un élément vraiment extrêmement important. S'y ajoute le fait que un certain nombre, pas un certain nombre, s'y ajoute le fait que une bonne part des maires qui disent que leur indemnité est insuffisante au regard de leur investissement exercent par ailleurs un emploi, ce qui veut dire que ça implique, si on ajoute horaire de l'emploi plus horaire du mandat, ça implique des semaines qui sont des semaines vraiment extrêmement envahissantes, en particulier par rapport au troisième terme de la vie qui est la vie familiale et personnelle. Et donc ça accentue, disons, l'impression que on est mal indemnisé par rapport à ce que l'on fait. Troisième et dernier point, donc mandat et risque pour la santé. Donc on l'a déjà un tout petit peu abordé à travers la question des risques psychosociaux, puisque derrière ça, évidemment, hein, c'est aussi la question de la santé, mais de manière d'abord peut-être un petit peu, euh, sans rentrer d'abord par les risques psychosociaux, on est rentré d'abord par la fatigue, qui est un élément, disons, qui peut être une conséquence assez directe des volumes de temps consacrés donc au mandat. Donc on a demandé si les maires jugeaient que leur mandat était usant pour leur santé. Et donc vous voyez, tout à fait d'accord 38%, plutôt d'accord 45%. Bon, si vous additionnez ça, ça fait 83% de maires qui estiment que leur mandat est quand même plutôt usant pour plutôt usant ou plutôt usant pour leur santé. Alors, quand on essaie finalement de détailler ce que c'est que cette usure pour la santé, ce qui vient vraiment de manière forte, c'est la question de la fatigue, des troubles du sommeil, des coups de fatigue, donc des moments où vraiment on n'en peut plus, ou des moments de lassitude. Donc, ça ne veut pas dire que c'est, plutôt, c'est pas une fatigue, une lassitude qui est continue, mais il y a des moments en fait où ça craque. Et une manière assez fréquente finalement de répondre en fait à ces moments de coups de fatigue importants, de troubles du sommeil qui s'installent, c'est de consulter des personnels médicaux, des médecins pour avoir des médicaments ou des psychologues également. Là encore, si on prend la question donc lassitude, coup de fatigue, sommeil, les causes telles que les élus les identifient en fait. Donc, quelles composantes finalement du mandat provoquent cette fatigue, provoquent ces troubles du sommeil? Ces causes, elles sont extrêmement variées. Je sais pas, par exemple, maire d'une commune de 16 000 habitants en premier mandat. Mon pire dossier, je veux dire dans le sens que j'ai perdu 5 ans d'expérience de vie avec ça, c'est les gens du voyage. On a des habitats de taudis sur la commune et j'ai voulu qu'on fasse un diagnostic pour régler les problèmes de logement, améliorer leur mode de vie. Et après un article dans la PQR, déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Des menaces de mort, des choses inimaginables. Bien sûr, j'ai porté plainte, mais j'ai eu une période de doute, de gros doutes. Ça m'a bousillé le sommeil complètement. Pourtant, je suis un battant. Mais là, c'était trop. J'avais juste envie que ça s'arrête. Je ne sais même pas vous dire comment j'ai fait pour passer outre cette période. Voilà. Donc, c'est un événement précis sur la commune donc, qui a engendré une campagne de cyberharcèlement, s'il ne le formule pas comme ça, qui donc est la cause donc, de troubles du sommeil très, très importants. Juste une deuxième, et j'arrêterai là. Commune de 4500 habitants, troisième mandat. Je me souviens de mon premier mandat. L'enfer, je ne dormais plus. Au bout de 3 semaines, j'étais chez le médecin. C'était l'alerte rouge. Il me fallait des somnifères, ce n'était plus possible. Il m'a dit aussi que je ne pouvais pas continuer à ce régime-là. Que somnifère ou pas, ça ne pourrait pas passer. Je ne me rendais pas compte. J'étais à fond tellement j'étais dans le stress aussi. Parce qu'il faut comprendre, on est tout seul, et en cas de problème, c'est pour nous. Quand je regarde avec le recul, je me dis que j'étais dingue. Voilà. Donc là, c'est aussi l'illustration, en fait, du phénomène, en quelque sorte, d'apprentissage, en fait, en cours de mandat, et des débuts particulièrement
troublant, y compris troublant pour la santé, hein, de mandats, ce qui évidemment incite à avoir une attention particulière sur le début, sur la période de début donc, des mandats. Alors ensuite, comment est-ce que on tient dans le mandat? Là encore, hein, de la même façon que les maires cherchent à concilier leur mandat et leur vie familiale, ils cherchent aussi à préserver leur santé. Ça va de soi, ils éprouvent la fatigue, le stress, et donc ils cherchent à y répondre, bien entendu. Alors, là, quand même, la première chose, c'est que quand on les interroge sur leur hygiène de vie, quand même, la moitié à peu près nous disent qu'ils ont connu des dégradations de leur hygiène de vie, souvent une minorité, et parfois, le souvent et parfois, ça fait la moitié, quand même. Donc c'est un sentiment qu'ils ont donc de dégradation de leur hygiène de vie, et en particulier, c'est lié à la difficulté à maintenir une activité physique ou sportive. Et ça, je dirais, c'est une sorte de plainte un peu latente dans les entretiens, y compris des maires qui pratiquent en fait du sport. Tous disent qu'ils ont dû réduire la voilure par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant, parce qu'ils ont moins de temps. Seuls quelques-uns ont une sorte de discipline de fer, une discipline horaire. Je sais pas, un maire par exemple qui, tous les matins à 6 heures, il va faire son jogging, voilà, 1 heure de jogging entre 6 et 7 tous les matins. Bon. Si on croise ça avec la question du sommeil, de la fatigue, etc., vous voyez que ce n'est pas forcément une réponse que tout le monde peut avoir. Et puis ensuite, donc, on a inventorié un certain nombre de pratiques qui visent à se maintenir en forme ou à tenir en fait dans le mandat. Et voilà, dans ces pratiques, il y a l'attention à la consommation d'alcool, l'attention à l'alimentation, les activités physiques, les moments de repos, les moments de sieste, les activités relaxantes, la déconnexion numérique, qu'on a classé là ici par ordre décroissant d'engagement, disons, dans ces pratiques. Donc vous voyez que l'attention à la consommation d'alcool ou à l'alimentation sont finalement les pratiques les plus fréquentes que déclarent les maires dans l'exercice de leur mandat. Et on voit dans les entretiens que l'exposition finalement à la consommation d'alcool, au vin d'honneur, voilà, au verre de l'amitié, etc. C'est vraiment une exposition qui est très forte en fait quand on est maire. Et l'attention par rapport à ça, elle est également assez importante, comme le montre ce graphique. Et puis j'en termine avec le dernier point, qui est la charge mentale. Je l'ai abordé à travers les risques psychosociaux, mais j'ai fait un petit détour par la fatigue physique, par le surmenage, qui d'ailleurs ne sont pas complètement déconnectés en fait de la fatigue mentale. Et cette fatigue mentale, cette charge mentale, on peut dire ce stress, c'est quelque chose qui est très fortement exprimé dans les entretiens. Alors, je dois dire par rapport à ça que les associations de maires, l'AMF, la MRF, et également dans une moindre mesure, ces derniers temps ont beaucoup mis l'accent sur le fait qu'il y avait une charge mentale des maires. Mais ce que nous, on a observé dans l'enquête, c'est en fait le fait que les maires ont beaucoup de difficultés pour parler de leur charge mentale, de leur expérience personnelle de fatigue mentale et de charge mentale. C'est-à-dire, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de discours disponible sur la charge mentale des maires comme un phénomène diffus, mais par contre, reconnaître qu'on n'en peut plus, que trop c'est trop, et trouver des interlocuteurs pour en parler, c'est une manière de résoudre le problème. Ça, c'est compliqué, et c'est ce que nous ont d'ailleurs dit un certain nombre
de mères dans les entretiens. Euh, Par exemple, maire de 9000 habitants, deuxième mandat, c'est un homme. Alors là, je dis c'est un homme parce que on a aussi remarqué que les femmes maires nous ont parlé beaucoup plus facilement en fait de ces questions de charge mentale que leurs homologues hommes. Donc j'ai quand même pris un excellent entretien d'un homme sur les 3 qui sont là. Ma bête noire, c'est quand je commence à avoir des problèmes de sommeil. C'est le signe quoi la charge mentale déborde. Elle est toujours là, toujours présente, mais des fois ça déborde. Elle commence à prendre plus d'espace dans ma tête, et du coup, je me mets moins bien dans mes dossiers du quotidien. Et du coup, je suis moins efficace. Et ce que j'aimerais, c'est que cette charge mentale, elle ne me pollue pas. Alors, j'ai ressenti le besoin de me faire accompagner. Donc, au printemps, j'ai commencé une psychothérapie. Mais ça, c'est top secret. Je ne le dis pas. Je pense que ce serait mal vu, en fait. Absolument typique hein, de ce qu'on a recueilli dans les entretiens, c'est-à-dire on ne va pas parler du fait qu'on va consulter un psychologue ou qu'on va faire de la sophrologie. Enfin bon, il y a plein de façons en fait hein, de trouver des ressources pour gérer cette question de la charge mentale. Je prends un deuxième cas, mère, femme, deuxième mandat, 8000 habitants. C'est pas croyable ce qu'on est capable d'encaisser en fait. On a tellement de pression, on a toujours à faire. Je pars en réunion, je pars d'un côté, je pars de l'autre, à la Comcom, je reviens, je vois un habitant vite fait parce que je n'ai pas le temps, je réponds à un truc, je ne fais que courir, et alors on ne peut pas s'arrêter. Moi je courais, sans voir le stress que c'était. Et le déclic, c'était les vacances d'été. Je me suis effondré quoi. Et la reprise, ça me faisait peur, je la voyais comme un tourbillon qui allait m'emporter. Alors je me suis décidé à voir un médecin, mais pas ici, parce que bon, comme mère, c'est compliqué. Et j'ai bien fait parce qu'il m'a dit, vous frisez le burn-out. Et là, j'ai carrément craqué devant lui. Donc, même chose. Hein, euh, à la fois, il y a un processus qui est un processus, disons, lent de prise de conscience du fait que on n'en peut plus et que ça va craquer. Et je dirais, on prend des précautions, en quelque sorte, pour chercher euh, à consulter un spécialiste quel qu'il soit. Conclusion, euh, conclusion je rappelle juste trois résultats importants. Premier résultat, je dirais, c'est le surtravail. Hein, le surtravail des mères, c'est-à-dire en fait beaucoup d'heures qui sont liées à la fois à la quantité d'activités que les mères doivent gérer, plus, c'est le deuxième moteur en quelque sorte, les valeurs et les normes d'engagement dans le mandat. Donc c'est le premier résultat important, le surtravail. Deuxième résultat important, les inégalités entre les maires. Inégalités qui sont liées d'abord à la variété des communes et des ressources qui sont disponibles dans les communes euh, pour exercer le mandat, hein, pour accompagner le maire dans l'exercice de son mandat. Inégalités qui sont liées aussi aux conditions d'accès, au parcours des maires, à leurs expériences à la fois politiques, mais aussi parfois à leurs expériences professionnelles, hein, qui peuvent être source de compétences utiles pour l'exercice du mandat. Inégalités aussi qui sont liées aux situations professionnelles et familiales. Il y a 39% des maires qui ont un emploi, et donc 61% qui n'en ont pas. Et puis, les configurations familiales sont évidemment extrêmement variées. On peut vivre seul, vivre en couple, avec des enfants adultes, avec des enfants adolescents, avec des enfants en bas âge, avec un enfant, avec 5 enfants. Voilà. Et donc tout ça, évidemment, ça veut dire que ce terme aussi de la vie familiale, ça a des significations, ça a des implications, ça a des conséquences qui sont aussi extrêmement inégales selon les mères. Et puis, donc, dernier résultat, c'est, je dirais, le caractère finalement difficilement dissible. Il est difficile de parler de ces conditions de travail parce que la fatigue, le surmenage, le stress, la charge mentale et a fortiori le burn-out
sont souvent vécus en fait comme des signes de faiblesse, comme le signe finalement qu'on n'arrive pas à exercer correctement son mandat, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas un bon ou une bonne mère. Et donc, évidemment, c'est difficile d'en parler si c'est vécu comme étant une responsabilité en quelque sorte individuelle, alors que, je pense que c'est un résultat quand même important, alors que l'enquête montre qu'il s'agit en fait d'éléments structurels qui caractérisent d'abord les conditions de travail qui sont faites aux maires, hein, donc ce surtravail avec les inégalités, hein, encore une fois, je ne veux pas avoir un résultat qui soit homogène, mais donc c'est en fait les conditions structurelles qui comptent et qui produisent en fait ces éléments de surmenage, de stress, etc., et non pas en fait des caractéristiques individuelles qui seraient des faiblesses. Et donc ça, je pense que c'est un enjeu en fait aussi de cette enquête, que de sortir en fait de cette espèce d'enfermement qu'on a observé dans les entretiens, dans une responsabilité individuelle à l'égard donc de la difficulté à vivre des conditions de travail qui sont objectivement difficiles. Voilà, je vous remercie. L'objectif a été de vous motiver pour vous engager et pour vous inviter à prendre des responsabilités, des fonctions. Non, l'objectif, c'était quand même de pas vendre du rêve, hein, de pas vendre du rêve, et surtout d'être capable d'anticiper les conditions, les règles. Didier a présenté le côté, non mais moi le mercredi, j'emmène mes enfants dans les activités. Et ces histoires de règles qu'on pose, elles sont hyper importantes. Et là, il y a une discussion qui est, quand on n'est pas tout seul dans son foyer, il y a une discussion à plusieurs qui peut s'organiser sur ces règles-là. J'ai déjà vu un certain nombre de mains se lever. N'hésitez pas quand vous intervenez à expliciter un petit peu d'où vous parlez. Certains ici sont maires, donc qui peuvent témoigner de leurs expériences. D'autres envisagent peut-être d'être maires, d'autres tout un tas d'autres fonctions. Donc n'hésitez pas à vous présenter quand vous voulez vous exprimer. Est-ce que tu préfères une série de questions, 2, 3, ou des questions individuelles? 2, 3, on y va. Une première série, 1, 2, 3, 4. 4, ça passe? Élise Angoulême, je suis élue d'opposition et je fais partie d'un collectif pour les prochaines municipales. Avec tous tes collègues, vous avez dû rencontrer, de par la sociologie, plus de maires hommes que femmes lors des enquêtes, j'imagine. À part à la fin où tu disais qu'il y avait des différences sur dire l'épuisement ou dire les risques de santé mentale. Est-ce qu'il y a d'autres différences de réponse entre les maires hommes et les maires femmes? Bonjour, merci pour la présentation, c'était super intéressant et on s'y retrouve vraiment bien. Je suis maire d'une commune de 5400 habitants et ça retrace bien. Il y a 2 points quand même qui sont peut-être pas abordés, c'est que je pense que ce qui donne plus de stress par rapport à ce qu'on peut à un travail classique, c'est l'exposition publique. Donc est-ce que ça, vous avez pu tester cette question de l'exposition publique qui n'est pas la même quand vous êtes salarié d'une boîte et quand vous êtes maire, quoi. La deuxième chose, c'est dans les solutions. C'est l'importance de la solidité de l'équipe. Quand vous avez une équipe derrière vous, c'est quand même, enfin voilà, c'est un anti-stress super important. Et à l'inverse, quand il y a un problème dans l'équipe, moi c'est ce qui m'a le plus affecté. En fait, c'est les problèmes dans l'équipe qui justement sont l'anti-stress de base, quoi. Merci pour ce bilan. Moi, c'est Sonia et je viens de l'Ariège. Alors, j'étais présente sur la liste en 2020 et quatrième, mais on n'a eu que 3 élus. Je suis bien contente. Et là, du coup, j'ai suivi l'atelier juste avant sur vie perso, vie pro, où on n'a pas eu toutes les questions à nos réponses, enfin toutes les réponses à nos questions. Et là, j'en ai peut-être une, c'est que je ne sais pas si je me relance, mais comme vous disiez, voilà. Et la question, c'est, alors là, c'était bien focus sur les maires. Est-ce que vous avez quand même quelques idées et quelques chiffres sur les conseillers et les adjoints qui sont aussi très fort exposés et qui ont une charge de travail assez importante? Et je suis d'accord avec Élise sur la partie homme-femme. Quelles sont les différences? Merci.
Bonjour, je suis dans une petite commune de 5000 habitants. Je monte avec toute une équipe qui grossit, un collectif citoyen qui est bien parti pour gagner. Enfin, on l'espère, on va tout faire pour. Alors, ma question par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est possible d'imaginer en fait de mettre en place sur les très grosses communes des sortes de CHSCT, comité hygiène, sécurité et conditions de travail, et dans les petites communes, est-ce qu'il est possible de monter des délégations sur ce sujet de la pénibilité du travail dans les communes? Oui, alors peut-être on va commencer par la question des femmes. Je pense que c'est une question importante parce qu'il y a, de fait, il y a un mouvement de féminisation en fait, hein, des élus. Alors ça concerne les maires, mais ça concerne aussi les parlementaires. Enfin, bon. Alors, euh, ce que je dirais, c'est que ce mouvement de féminisation, il s'est aussi accompagné d'un mouvement de rajeunissement des élus, et donc ça a comme conséquence qu'il y a de plus en plus d'élus, femmes, mais aussi hommes, qui ont des enfants en bas âge, et donc qui, de fait, euh, ont une sorte de, voilà, des charges, des charges familiales, d'éducation qui sont plus importantes que qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans, par exemple. Et donc, cette préoccupation-là est une préoccupation qui est plus présente, qui passe par les femmes, mais qui passe plus aussi par les jeunes hommes qui sont élus. Et ce mouvement-là, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est un mouvement qui vise en fait à terme, je pense, à euh, faire évoluer la figure de référence de l'élu, qui est une figure masculine dans sa version traditionnelle, qui est en fait l'élu qui consacre sa vie à son mandat et qui se décharge de ses charges de famille sur sa conjointe. Il y a une collègue d'ailleurs hein, qui s'appelle Christelle Gris, qui a écrit un livre qui s'appelle La maisonnée politique et qui analyse le travail des conjointes d'élus et qui montre bien en fait comment le travail des conjointes d'élus, travail d'entretien du ménage, travail d'éducation des enfants, mais aussi travail relationnel, comment est-ce que c'est une part en fait invisible du travail politique des élus hommes, hein, donc du travail d'exercice des mandats. Donc il y a un modèle de ce type-là, et je pense que ce que fait la féminisation, mais aussi le rajeunissement, c'est d'introduire en fait de nouvelles façons en fait d'exercer le mandat autour d'un moindre déséquilibre entre le mandat et les autres composantes de la vie, mais je crois que ça va prendre du temps, même si on a interviewé, je dirais, quelques comment dire, figures un peu plus actives, disons, de promotion de ce modèle alternatif. Je sais pas, on peut penser par exemple ici la maire de Poitiers au moment de sa grossesse et de sa maternité en cours de mandat, par exemple. Hein, parce qu'il est vrai que il n'y a pas de disposition comparable aux dispositions du droit du travail pour préserver en fait ces composantes familiales. Alors l'exposition publique, oui, oui, absolument. C'est un point d'ailleurs, deux éléments de réponse là-dessus. Le premier élément de réponse, c'est que on est en train d'analyser comparativement, sous l'angle des risques psychosociaux, les maires d'un côté et puis les salariés qui sont exposés au public, pour voir précisément si là on a une plus grande proximité, parce qu'on fait évidemment l'hypothèse que l'exposition au public est un élément très important en fait des conditions de travail. Et puis par ailleurs, deuxième élément de réponse, on est en train de faire un papier sur les violences numériques en direction des élus, avec cette idée en fait que utiliser les réseaux sociaux, c'est devenu une composante quasiment incontournable du métier d'élu, en fait. Et la contrepartie, en quelque sorte, c'est que les élus sont de plus en plus la cible, en fait, de
pas forcément des campagnes coordonnées, mais en tout cas des récriminations, plaintes, messages violents, jusqu'au cyberharcèlement. Donc ça aussi, c'est une composante, je pense, assez nouvelle en fait, mais qu'il faut prendre en compte et qu'on est en train de prendre en compte dans un papier qu'on est en train de faire. Sur les dissensions au sein de l'équipe municipale, alors nous on l'a un petit peu vu, mais on ne l'a pas creusé parce que on a des collègues de Lille et de Nancy qui se sont en fait intéressés aux maires démissionnaires et qui ont montré en fait que la cause première, la plus fréquente en fait, de la démission des maires, c'était les conflits au sein de l'équipe municipale. Ce qui montre bien que c'est quelque chose qui est une des choses les plus difficilement supportables en fait. Quand on est maire, on en a quelques exemples au fil de notre enquête, parce qu'on a rencontré des maires qui avaient été en but à ce type de difficultés. Mais voilà, il y a une équipe de collègues qui travaillent spécifiquement là-dessus. Comment ? Absolument. C'est le complément de ce que je disais. Ceux qui ressentent la solitude du maire, en fait, mais aussi à ceux qui ont l'équipe soudée autour d'eux, évidemment. Alors, oui, les conseillers, les adjoints, bon, en fait, je dirais par choix, dès l'origine, en fait, on a choisi de ne pas les prendre en compte. Alors, pour une raison majeure, c'est les effectifs que ça représente et la difficulté que l'on aurait eu en fait à mener une enquête statistique représentative sur ces effectifs-là. Déjà sur les maires, ça a été difficile. Voilà. Après, il existe un peu de travaux sur les adjoints. Sur les conseillers, j'en connais pas. Donc je pense qu'il n'y en a pas. Sur les adjoints, mais quand même plutôt sur les adjoints de villes moyennes et grandes. Et ces travaux-là sont vraiment très intéressants parce qu'ils montrent qu'une caractéristique assez générale de ces adjoints, c'est qu'ils ont un emploi à côté de leur mandat. Et donc, eux, ils sont vraiment sur le triptyque à tous les coups. Le mandat, l'emploi et la vie familiale et perso. Et que donc, évidemment, ça génère des tensions multiples. J'ajoute là-dessus que j'ai un doctorant qui a commencé il y a 1 an sa thèse sur ce qu'il appelle la triple journée des maires. C'est précisément le mandat, l'emploi, la famille, et il s'intéresse à des maires qui ont un emploi à côté. Et oui, alors CHSCT, alors ça c'est un point qui est un point vraiment très important, c'est que comme on est sociologue du travail, comme on connaît bien les analyses de conditions de travail, comme dans l'équipe, il y a un collègue qui est spécialiste de la négociation en entreprise autour de ces enjeux-là, la première étape de notre travail, ça a été de regarder finalement qu'est-ce qu'il existait en termes de dispositions réglementaires, etc., sur la protection de la santé des maires. La médecine du travail, des dispositifs qui seraient des dispositifs, disons, des maires, des élus, je veux dire de manière générale, qui seraient des dispositifs, disons, décalqués du droit du travail. La réponse, c'est rien. Voilà. Avec juste un petit truc, c'est que les parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, ont un cabinet médical à leur disposition et donc peuvent consulter aisément. Mais ce n'est pas un cabinet qui joue le rôle véritablement d'une médecine du travail avec un rôle d'alerte, etc. Donc il n'y a rien. Un petit point spécifique sur les solutions. Les solutions, ça a été un petit peu abordé. Il y a une spécificité des communes participatives, c'est qu'a priori, vous croyez en l'intelligence collective et en la gouvernance partagée et en la délégation et en la répartition du travail, et vous ne croyez pas en la femme ou l'homme idéal le sauveur, la sauveuse qui réglerait tout. Ça fait du bien en fait, d'être capable de se dire non mais là, je ne suis pas d'astreinte, ce n'est pas mon sujet. Moi de toute façon, je ne suis pas d'astreinte, mais je ne suis pas urgentiste non plus, je ne suis pas pompier, je ne suis pas gendarme. Donc en fait, qu'on m'appelle moi le maire ou un élu qui est adjoint, ce sera aussi efficace. Personne n'est indispensable.
Deuxième série de questions. Waouh! Alors, il nous reste un petit quart d'heure, parce qu'on a démarré légèrement en retard. Je vais vous demander d'être extrêmement succinct dans vos questions pour qu'on puisse essayer de les aborder. Levez la main, parce qu'en fait, il n'y en aura pas d'autres. 6. Hop, 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 il y en a un qui a triché là, oh là là. 8. Alors, 8, ça ne passe pas. Je vous le dis. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Merci beaucoup. 5. Allez, 5, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Non, juste pour prolonger ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font la différence entre une mairie qui vient d'un collectif et une mairie classique? Moi, je voulais savoir si dans votre enquête, vous aviez considéré les offres qui ont été faites par certaines associations comme l'ARIC, les offres de formation, sur le recours au coaching. Moi, je sais qu'on a eu des dissensions dans l'équipe qui mettaient le maire en danger. Et lui, il a associé l'idée de coaching à l'idée de psychothérapie. Et c'est ce que vous disiez, il ne voulait pas être pris là-dedans. Cependant, le risque, c'est que ce truc-là a duré pendant 2 ans. Et qu'au bout de 2 ans, il y avait la moitié de l'équipe qui voulait le virer, quoi. Donc il y avait un souci à la fois à l'intérieur de l'équipe, et pourtant c'était une liste soi-disant participative. Donc il faut aborder ces trucs-là dès le départ, sinon on peut arriver à des situations dramatiques. Et courage à lui parce qu'il a tenu. Donc là, on a déjà une piste de réponse, c'est qu'on aborde la question dès le départ, dès le moment où elle se pose. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Leïla Benmafoud, élue à Neuville-sur-Saône, dans le nord de Lyon. Donc je revenir sur effectivement l'impact du mandat d'élu sur les tâches domestiques. De ce que j'ai compris, il y a une partie des élus qui disaient qu'ils avaient moins de tâches domestiques et d'autres qu'il n'y avait pas de différence, si j'ai bien compris. Et du coup, je voulais savoir si ça avait une influence sur le genre de l'élu. Typiquement, j'ai dans mon entourage une femme qui est mère et qui me disait, bah, en étant mère, le nombre de tâches domestiques n'a pas diminué. Donc, est-ce que vous avez pu voir cette différence en fonction du sexe du maire? Aussi, l'impact du mandat sur le divorce. Est-ce que vous avez pu poser cette question sur le nombre d'élus qui divorcent suite au mandat? Et du coup, voilà, parce que je trouve que c'est aussi important l'aspect fatigue, burn-out, mais aussi l'impact sur la vie personnelle. Et enfin, petite remarque il y a très peu d'études sur la place des conseillers municipaux. Beaucoup de conseillers municipaux avec qui j'ai discuté me disent, mais en fait, nous, on se sent inutile, on aimerait s'investir, mais on n'a pas la possibilité. Donc, je me dis que si on a une étude sur les conseillers municipaux qui vous disent, bah, en fait, on aimerait, mais on ne nous laisse pas la place, les maires, on a trop de boulot, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Bref question, les pathologies, les tensions, les difficultés sont associées à l'exercice solitaire qui est isolement, hein, qui peut être volontaire ou pas. On a parlé d'un collectif. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un collectif efficace dans des petites communes. Et il n'y aura de toute manière pas d'équipe technique permettant d'assumer. Est-ce qu'on n'est pas juste en train d'arriver au bout du système avec une incapacité finalement à garantir une qualité de vie saine à des élus, à des maires de toutes petites communes? Est-ce qu'on n'arrive pas au bout du truc? Et est-ce que le financeur de l'étude, l'AMF, pourrait pas proposer le transfert de compétences aux EPCI des plus petites communes? Pour prolonger la question qui avait été posée tout à l'heure sur l'impact sur les femmes et les hommes élus, est-ce que vous avez dans vos études et dans les statistiques que vous avez montrées une différenciation en fonction du genre? Et donc, est-ce que ça montre des différences notables? Vous parliez par exemple de stress, les heures de travail ou la mobilisation le week-end, etc. Est-ce que vous avez la même étude mais où les genres sont différenciés? Je vous remercie tous les 5 pour avoir tenu, respecté le fait de poser des questions assez concises. Didier, 6 minutes. D'accord. Peut-être, d'abord, je ne vais peut-être pas les prendre dans l'ordre. Je voudrais juste, ce que je ne l'ai pas dit, le financeur de l'étude, en fait, c'est l'Agence nationale de la recherche. Ça veut dire en fait que c'est un financeur qui n'a aucune finalité d'aucune sorte. Et nous-mêmes, nous n'avons pas non plus à formuler des préconisations.
Simplement, donc c'est plutôt, on essaye plutôt de faire réfléchir sur la façon dont les mandats et l'exercice des mandats sont construits, définis en fait, à la fois juridiquement, par les habitudes, par les normes sociales, etc. C'est plutôt ça notre boulot. Et donc on se garderait bien, par exemple, de préconiser de regrouper les communes ou ce genre de choses. C'est vraiment pas notre perspective. Donc là-dessus, Joker. Et je me réjouis d'ailleurs que ce soit l'Agence nationale de la recherche qui finance ce travail, ce qui nous laisse absolument toute liberté. On a eu le soutien de la MRF, de l'AMF, de l'Association des départements de France, de l'Association des régions de France, de l'Assemblée nationale, du Sénat pour réaliser l'enquête, mais sans qu'ils interviennent dans l'enquête, puisque précisément on leur disait mais nous on a nos financements, on n'a pas besoin de vous pour faire fonctionner l'équipe. Simplement, ils étaient intéressés, c'est bien là-dessus qu'on a parié, ils étaient intéressés par les résultats, d'autant plus que ça leur coûtait rien. Voilà. Mais comme ça leur coûte rien, nous on n'a aussi aucune obligation de leur donner quelques recommandations que ce soit. Alors sur le divorce, je dirais un truc. Donc c'est évidemment impossible sur des effectifs comme cela de calculer des taux de divorcialité et en plus de les imputer au mandat. Mais il y a une anecdote amusante, c'est que à peu près 25% des députés qu'on a interviewés, c'est eux, si vous venez le premier graphique, c'est eux qui disent qu'ils travaillent le plus. Hein. Et ils nous disent, d'ailleurs, à l'appui, disons, hein, de leur argumentation, d'ailleurs, en début de mandat, le médecin de l'Assemblée nous a dit faites attention à votre vie familiale, etc. Il y a un député sur deux qui divorce pendant son mandat. Alors, bon, on a cherché la statistique, elle n'existe pas. On a du coup un petit peu regardé un peu à travers des noms de députés. Enfin, voilà, il n'y a pas une divorcialité particulière. Donc, mais c'est simplement pour dire que c'est dans les représentations l'idée qu'on bosse tellement que, en fait, la famille en prend un coup. Elle n'en prend pas juste un coup parce que le conjoint ou la conjointe fait plus de tâches domestiques, mais parce qu'il peut y avoir des ruptures. Mais c'est, je dirais, pour moi, ça fait partie un peu de l'idéologie professionnelle, enfin l'idéologie du député, qui est de dire, voilà, on se sacrifie tellement pour le mandat que c'est même au prix de notre vie de couple. Voilà. Donc, voilà. Alors après, évidemment, vous le voyez bien, hein, il y a plein de conséquences sur la vie familiale et sur la vie de couple. Ça, c'est absolument évident. Hein. Oui, mais ça... Non, il n'y a pas d'études qui ont été faites, et même on a rencontré quand même quelques élus qui ont divorcé pendant leur mandat, mais en fait, ils nous disent que c'est un ensemble de facteurs. En fait. Donc, c'est toujours très compliqué, en fait, hein, d'imputer un facteur isolé à quelque chose comme le divorce. Alors, sur l'impact sur l'ensemble des tâches domestiques, etc., en fait, ça dépend, je pense que ça dépend vraiment de la façon dont le foyer fonctionnait et fonctionne, et en particulier des modèles d'organisation du travail domestique qui sont en cours dans les foyers des élus hommes ou des élus femmes. Et on a des cas dans notre enquête où finalement c'est le conjoint qui prend en charge la quasi-totalité des tâches domestiques depuis que sa conjointe est devenue mère. Alors ça s'explique à la fois par des schémas culturels, ça s'explique aussi par le fait, dans le cas auquel je pense précisément, au fait que la profession du conjoint est une profession, disons, moins valorisée, moins rémunératrice, moins prenante, et que donc ça lui permet de s'investir plus. Voilà, donc il y a toute une série de conditions comme ça
Je pense que ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir dans quelle mesure est-ce que le modèle que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire le modèle de la maisonnée politique, hein, l'élu homme et la femme qui fait le travail invisible pour que l'élu puisse être élu et faire s'exhiber en tant qu'élu aussi, c'est de voir que ce modèle-là est un modèle qui est rogné, disons, critiqué en pratique par toute une série d'autres élus, ce qui montre qu'il est en train de reculer. Et je pense que c'est ça, en fait, pour moi, le résultat important. Sur formation, coaching, oui, on est en train d'étudier, en fait, ces éléments-là. On a d'ailleurs des contacts avec la RIC, hein, notamment. En fait, ce qu'on observe, c'est que finalement, aussi bien dans l'offre de formation que dans les démarches des élus pour solliciter, pour suivre de la formation, en fait, ce qui domine beaucoup, c'est la formation technique, juridique, enfin, etc. Et très peu, en fait, de la formation sur comment bien exercer son mandat, quoi. Je dirais comment gérer son temps, etc. Et ceux qui le font, les élus qui le font, c'est souvent, en fait, quand ils sont confrontés à des problèmes qu'ils n'arrivent pas à surmonter, quoi. Quand ils sentent que ils n'en peuvent plus et que donc il faut qu'ils trouvent une ressource, en fait. Certains vont voir les médecins et d'autres font du coaching, par exemple. Mais ils sont quand même très rares, y compris qu'on a interviewé des coachs qui sont spécialisés dans les coachs d'élus. Et un des problèmes de ces coachs, c'est qu'ils ont du mal, en fait, à trouver une clientèle. Donc ça prouve bien que le recours au coaching, par exemple, il est quand même quantitativement très, très faible. Oui, et puis sur les dimensions équipe et collective, je pense que ça, c'est aussi un résultat, en fait, de l'enquête. J'ai dit l'apprentissage, nous on a fait un article qui s'appelle le tambour de la machine à laver. L'idée que le début du mandat, c'est comme quand on est dans un tambour de machine à laver, quoi. Okay, vous voyez, donc c'est difficile de. Hein. Et donc après, il y a des effets d'apprentissage pour finalement arriver à mieux maîtriser son mandat, à être plus à l'aise avec son mandat et être plus à l'aise à distribuer ces différents temps, y compris les temps familiaux. Donc ça, c'est le temps. La deuxième dimension vraiment très importante, c'est la dimension collective. Effectivement, les élus, je dirais, les maires qui ont exprimé le plus de pénibilité, je dirais, c'est ceux qui se sentaient isolés et seuls, y compris par rapport à leur équipe municipale. Donc ça, c'est aussi un élément, je pense, un élément extrêmement important, c'est la dynamique collective. Et le fait d'être isolé par rapport à l'équipe municipale, ça peut être une responsabilité partagée, ou du maire, ou peu importe. Hein. Mais le résultat est que dans ce cas-là, ça rend l'exercice du mandat plus pénible, moins satisfaisant. Donc, et ça, c'est aussi une deuxième, je crois, dimension importante de résultat, en fait, de l'enquête, si on veut un peu faire varier les choses. Il n'y a pas de différence homme-femme sur les horaires atypiques ou les volumes horaires, etc. Donc ça veut dire que ça, l'investissement du mandat, il est statistiquement, disons, indifférencié selon le genre. En revanche, il peut y avoir des différences qui sont liées à des aménagements, en particulier à la part des tâches éducatives et domestiques qui sont prises en compte. Mais donc là, on a une différence significative statistiquement. Les femmes, disons, restent plus engagées dans la vie familiale et domestique, mais, je dis ça tout de suite, pas toutes les femmes. C'est une partie des femmes seulement, et une autre partie des femmes qui est importante, en fait, sont alignées, je dirais, sur le régime dominant chez les hommes. Donc, les effets du genre sont en fait des effets qui ne sont pas simples en fait, à identifier. Et il faut qu'on creuse encore un petit peu. Et en particulier, ce que l'on voit aussi, par exemple, c'est que l'effet genre est nul quand les élus ont moins de 40 ans et des jeunes enfants. Là, hommes ou femmes, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire essayer de préserver un investissement dans la vie domestique familiale. Les solutions, quand même, les solutions. Les solutions, eh ben, reprenez tous les titres du programme.
le soin. Comment collectivement on prend soin les uns des autres. Soin pour soi, soin pour les autres, soin pour le collectif. Les solutions, là je fais part d'une expérience très personnelle. À la fin de la première année du mandat, moi j'ai participé à 6 séances de co-développement avec d'autres maires en visio. Hyper bien. En fait, on partage les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Ça permet de relativiser tout en conscientisant les problèmes, donc en pouvant les partager avec l'équipe. Hyper intéressant. La solution, ça a été évoqué, c'est marqué là, se répartir les délégations, les missions, les représentations. Il y a un certain nombre de conseillers municipaux qui n'ont pas de délégation, qui n'ont pas de représentation, qui n'ont pas de mission, qui se sentent inutiles et qui sont prêts à s'investir. Eh ben, dans votre équipe municipale, dites-vous, pas un seul conseiller municipal qui n'a pas de délégation, de mission ou de représentation. Et ça fait du bien à tout le monde. Et puis, je m'étais noté une dernière chose, c'est un collègue qui disait « doucement le matin, tranquillement l'après-midi, pour mieux se reposer le soir ». Merci beaucoup.